Cet homme-là s'appelle Christian Van Geloven. En 1991, il a violé et tué 2 petites filles. Elles s'appelaient Ingrid et Muriel. Le jour où il les a martyrisées et assassinées, elles fêtaient leurs 10 ans. Il était en liberté. Et pourtant, on savait qu'il était dangereux, puisqu'il était récidiviste, multirécidiviste même. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'une époque où la justice donnait souvent aux pédophiles une chance de plus. Cette fois, ce fut une chance de trop. Ma fille, je ne l'ai vue, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le samedi 19 octobre à 4h05, avec un joli petit sourire aux lèvres. Et je ne l'ai jamais revue. Tout un village accablé de douleur derrière les 2 petits cercueils de Ingrid et Muriel. Jamais on n'a vu un crime sur 2 fillettes commis dans des conditions d'atrocité inouïes. C'est un personnage qui suscitait et me suscite encore l'effroi. Van Geloven, je ne peux pas dire, et personne ne dira que Van Geloven est un être normal, hein, mais n'était pas un malade mental. Quand nous avons affaire à une perversion pédophilique structurée, je dirais, et là je m'engage, que la récidive est de règle. Christian m'a violée je ne sais pas combien de fois, pendant des années. Ils sont venus et quand j'ai vu leur tête, bon, j'ai eu l'espoir, mais j'ai compris que c'était grave. Est-ce que, dans votre vie privée, vous avez réussi à refaire surface? Je ne dis pas tourner la page, je dis juste refaire surface. Si les gens savaient tout ce qu'il y a dans le dossier, donc tout ce que nous, parents, nous savons, ils diraient, mais comment font-ils pour continuer à vivre? Nous, on continue à vivre parce que Ingrid, si elle nous regarde, elle n'a pas envie que son père et sa mère se mettent une balle dans la tête. Donc on est là. On est là maintenant, on se dit, bon, il y a des sacrifices d'enfants parce que je pense qu'Ingrid, Muriel, tous les autres enfants, ils ont été sacrifiés. Ça n'a servi de leçon à personne. Il y a quelques petits progrès qui ont été faits. Mais ces gens-là, ils sont toujours dehors. Donc on veut tirer profit de notre expérience pour essayer de sauver quelques enfants. Si sur tous les enfants qui doivent être assassinés dans les mois, dans les années à venir, on arrive à réveiller des consciences qui vont faire que, quand on en attrape un, on l'a, on ne le relâche pas, ou on met des conditions pour l'avoir sous la main, le surveiller, il va y en avoir moins des victimes. C'est ça qui est important, qu'il y en ait de moins en moins. Mystérieuse disparition de 2 fillettes dans les Pyrénées-Orientales. Elles ont 10 ans, je vous le rappelle. Samedi après-midi, elles fêtaient un anniversaire. Elles se sont éloignées de la maison. Et puis, depuis, personne ne les a plus revues. Elne, près de Perpignan. Ce jour-là, le samedi 19 octobre 1991, la petite Ingrid Van de Portal fête ses 10 ans. Et elle a invité sa petite cousine, Muriel Sanchez, qui a le même âge. Vers 16h, les 2 petites filles décident d'aller acheter des bonbons au tabac d'à côté. Pas besoin de parents, c'est vraiment tout près et sans danger. Juste une balade. La maman d'Ingrid, Chantal, est plutôt du genre mère poule et inquiète. Elle n'aime pas bien que sa fille sorte seule, mais pour une fois. À 4h25, elle n'était pas là. Je dis, c'est bizarre, Ingrid ne te désobéit jamais. Je suis sortie, j'ai vu qu'elle n'était pas dans la rue. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai tourné. J'ai tourné dans le lotissement sans arrêt parce que je ne voyais pas où elles auraient pu aller. Pour moi, c'était déjà grave. Tourner dans le pâté de maison et ne pas les trouver au bout d'un quart d'heure, pour moi, c'était affolant. C'était la panique. Pendant plus de 2 heures, Chantal tourne dans les rues d'Elne. Elle questionne
questionne les commerçants, appelle sa famille, passe voir les parents des copines de sa fille. Personne ne les a vus. Alors Chantal se rend à la gendarmerie. Il y a eu d'autres disparitions d'enfants récemment dans la région. Il ne faut pas traîner. En France, on a très régulièrement des enfants qui disparaissent. Pour la journée, en général, souvent on les retrouve chez des camarades, ils n'ont pas prévenu, voire ils se sont perdus. Deux qui disparaissent en même temps, ça nous semble sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc tout de suite, on prend cette affaire très très au sérieux et on essaye de mettre un maximum des moyens importants dès le départ. La gendarmerie déploie très vite un dispositif imposant. Barrage routier, maître chien, des dizaines d'hommes sur le terrain. Pendant ce temps-là, l'annonce de la disparition d'Ingrid et Muriel fait le tour de la ville. Dans la région, tout le monde se souvient de Sylvie, une autre fillette, enlevée et retrouvée assassinée. La nuit va tomber, on n'a toujours pas retrouvé Ingrid et Muriel. Dans la rue, il y avait du monde partout. Quand je suis sortie, j'étais étonnée. Je me demandais pourquoi il y avait tant de monde et c'était formidable parce qu'on se disait, bon, s'il y a du monde, on va les retrouver de suite. Le lendemain matin, il y a plus de monde encore. Des bénévoles qui se mobilisent, qui fouillent les taillis, les caves, les jardins. La gendarmerie a renforcé son dispositif. Il y a maintenant plus de 300 militaires sur le terrain et un hélicoptère. La mairie d'Elne devient le quartier général de l'enquête et le point de rendez-vous de tous ceux qui, venus de toute la région, viennent participer aux recherches. Tout le monde était catastrophé. Je veux dire, là, vraiment, on n'avait jamais vu une population solidaire pour essayer de les retrouver. L'espoir est toujours là. Manuel Sanchez, le père de Muriel, ne veut pas croire au pire. Il y avait une solidarité qui était exemplaire pour moi, jamais j'ai vu ça. Et c'est ça qui nous a tenus. Je parle de nous, famille, heureusement qu'il existait ces gens-là, ceux qui nous donnaient de la force à rechercher tout ce monde. Moi, je sais que personnellement, j'ai cherché pendant au moins 50 heures sans me reposer. J'avais espoir de la retrouver, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, ma petite, c'est pas... Sûrement qu'elle a dû se perdre, ce n'était pas ses habitudes. Mais je me suis dit... À vrai dire, ce qui est arrivé, j'y croyais pas. Je vous dis la vérité, jamais j'aurais songé qu'il serait arrivé ça à la petite. Les jours passent, l'espoir s'amenuise. Toujours aucune trace d'Ingrid et Muriel. Désormais, dans l'esprit des gendarmes, l'enlèvement ne fait plus de doute. Et une instruction judiciaire est ouverte. Sur le terrain, ils sont à la recherche d'un indice. Ils font du porte-à-porte pour tenter de recueillir des témoignages et épluchent en parallèle les fichiers de police. Mais à Elne, personne n'a rien vu ce jour-là. Personne, sauf André Botta, qui près de ce rond-point a vu les deux fillettes, un homme et une voiture. Il y avait très peu de monde dans la rue et je suis partie au jardin en voiture. J'ai descendu l'avenue et avant d'arriver à 10 mètres du rond-point, j'ai vu les deux petites filles qui se promenaient main dans la main, avec des bonbons à la main, qui étaient très contentes, qui souriaient. Et je suis rentrée dans le rond-point et j'ai vu dans l'intérieur du rond-point une voiture arrêtée, blanche, avec un monsieur qui était devant, qui était debout, qui semblait attendre quelqu'un. Ce monsieur a baissé la tête quand je suis passée. Cet élément, donc, on va le prendre en compte tout de suite parce que c'est le seul témoignage direct qu'on ait. Et avec l'aide des concessionnaires automobiles locaux, on va amener cette dame dans les différents garages pour essayer d'identifier le type de véhicule. L'enquête est relancée. Pour la première fois, les hommes du commandant Touré tiennent une piste bien maigre, mais c'est mieux que rien. On recherche désormais une voiture blanche, peut-être un véhicule commercial. Les gendarmes mettent en place des barrages routiers et font le tour des garagistes et des agences de location. Sans succès. Les familles, elles, lancent un message aux ravisseurs. Je ne sais pas pourquoi on en veut des petites comme ça.
Surtout qu'elles sont si petites et elles veulent demandent qu'à vivre. S'il m'écoute, il ne sera rien fait contre lui. Toute la population, tout le monde, toute la France de toute façon sera d'accord sur ça. Qu'ils nous rendent les petites le plus vite possible. Qu'il arrête immédiatement, qu'il laisse tomber, c'est tout. Je vois pas, c'est tout. Vous vous souvenez de l'émotion suscitée par la disparition de ces deux petites filles? Oui, c'est un moment qu'on ne peut pas oublier. L'affaire Vangeloven a suscité une émotion intense dans la ville d'Elne, dans le département et je dirais même sur le plan national. Est-ce que vous rencontrez les parents d'Ingrid et Muriel? Oui. Je les rencontre, alors là c'est à partir du moment où je suis saisi, bien entendu, et je les entends parce qu'il était important que je connaisse le comportement des enfants, que je connaisse leurs habitudes. Est-ce que c'est une rencontre utile pour le juge d'instruction que de voir les parents? Oui, c'était les parents d'Ingrid et les parents de Muriel. Et même à l'égard de ces enfants, si vous voulez, au fur et à mesure que j'entrais dans ce dossier, j'avais l'impression de les connaître, de les avoir connus, tellement j'avais pris connaissance de leurs habitudes, leur travail à l'école, tout leur comportement. Je me souviens par exemple de la maman qui m'avait décrit les chambres des enfants. J'avais le sentiment de les avoir connus. Et soudain, un matin, 10 jours après la disparition d'Ingrid et Muriel, coup de théâtre. Les enquêteurs reçoivent un coup de fil. On leur signale la présence dans la région de Perpignan d'un pédophile récidiviste hollandais du nom de Vangeloven. Le même jour, ils apprennent qu'à Lourdes, un homme a tenté de se suicider. Un Hollandais qui s'appelle Vangeloven. On pourrait dire que c'est un hasard, c'est un coup de fil du parquet de Perpignan qui dirige cette enquête, qui nous signale une tentative de suicide dans un hôtel de la ville de Lourdes, qui semble, au dire du parquet, très très particulier. Il est particulier car la personne qui s'est suicidée est un ressortissant hollandais. Cette personne s'est bourrée de médicaments. Cette personne a tenté de se tailler les veines avec un cutter, s'est passé une cordelette au cou avec un tournevis et a serré, et est rentrée dans une baignoire qu'elle a remplie d'eau, utilisant une prise de télévision qu'elle a plongée dans la baignoire, a tenté de s'électrocuter. Ce Vangeloven a tenté de se suicider 3 jours après la disparition des fillettes à Elne. Son suicide a échoué. Il est vivant et les médecins de Lourdes viennent de le faire transférer dans un hôpital psychiatrique tout près de chez lui à Saint-Dizier, dans les Vosges. Désormais, ce Vangeloven est un suspect sérieux. Impression renforcée quand les gendarmes rencontrent les médecins à l'hôpital de Lourdes. En continuant l'audition du directeur, il nous précise que l'individu en question possédait un véhicule de couleur blanc de marque Volkswagen Polo Break. Christian Vangeloven pourrait donc être l'homme à la voiture blanche aperçue par Madame Botta. D'ailleurs, celle-ci le confirme, c'était bien une Volkswagen Polo. Mais il y a plus. Le directeur de l'hôpital raconte qu'avant de tenter de se suicider, Vangeloven s'est confessé à un prêtre, preuve sans doute qu'il avait besoin de soulager sa conscience. Le juge d'instruction n'a plus qu'à rassembler les pièces du puzzle. Comment est-ce que vous arrivez à un nom, celui de Christian Vangeloven? Je crois qu'il y a des affaires, et celle-ci en fait partie, qui ont besoin d'un coup de pouce du destin. Les enquêteurs ont connaissance qu'un dénommé Vangeloven, déjà connu pour des faits de nature sexuelle, se trouvait dans la région de Perpignan au moment des faits. Et comment ils le Alors, savent, cette information nous parvient de la police belge et, selon toute vraisemblance, elle a comme source l'environnement familial de Vangeloven.
Pourquoi est-ce que vous vous dites qu'il peut y avoir un lien entre cette tentative de suicide à Lourdes et la mort des deux petites filles? Mais parce qu'on apprend que Vangeloven est déjà connu pour des faits de nature sexuelle. Donc quand vous vous intéressez à Lourdes, vous vous intéressez au suicide de quelqu'un qui a un passé de pédophile. Il y a un passé de pédophile et je prends donc, je vous le disais, je téléphone à l'hôpital de Lourdes et là j'ai un aumônier qui me dit que Vangeloven s'est confessé. Je prends l'initiative de lui téléphoner le soir, très tard. Ah, il y a le secret de la confession, en principe il ne vous dit rien. Et il m'oppose le secret de la confession. Mais vous sentez, oui, dans cette conversation que oui, il lui a avoué un meurtre. Si l'on veut, oui. Il ne dit rien, mais vous le sentez, quoi. Voilà. Alors ensuite, vous faites quoi? Je téléphone donc le lendemain à Saint-Dizier et j'ai le docteur Lesky, un psychiatre, qui me dit « mais il n'y a pas de problème, vous pourrez l'entendre ». Le 1er novembre 91, à 16h45, Christian Vangeloven est placé en garde à vue à Saint-Dizier. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils ont face à eux le ravisseur d'Ingrid et Muriel. Le témoignage d'André Botta, l'unique témoin de l'enlèvement, pèse lourd. Sur les photos qui lui ont été présentées, elle a reconnu, formellement, le visage du suspect. Vangeloven est bien l'homme à la voiture blanche, aperçu près du rond-point. Mais la conviction des gendarmes ne suffit pas. Il leur faut des preuves et, si possible, des aveux. Les heures de garde à vue passent inexorablement. Maintenant, Vangeloven doit dire où sont les enfants, vivantes ou mortes. Au travers de l'analyse psychologique de l'intéressé, étant donné qu'il s'agissait d'une personne très cultivée, puisqu'il parlait 5 langues couramment, il était quand même cadre supérieur dans une multinationale, j'avais pris en compte le fait qu'il ne fasse surtout pas le bloquer. Et il fallait essayer de discuter. On a fait en sorte de lui faire penser qu'il menait pratiquement les débats. Mais le gendarme Johnny Gendre et son équipe sont face à un mur. L'Omni en bloc, il n'est jamais allé à Elne, il n'a jamais vu ni Ingrid ni Muriel. D'ailleurs, il est innocent. Les gendarmes prennent alors l'avis d'un expert psychiatre. Comment forcer Vangeloven à fendre l'armure? Il faut biaiser, leur dit-il, ne pas l'attaquer de front. Il fallait éviter de parler du village d'Elne, il fallait éviter de parler des petites filles d'Elne, il fallait éviter de parler, d'homicide, de meurtre. Il ne fallait pas que cet homme-là entende ces mots-là, dans un premier temps. Il fallait lentement et sûrement arriver à convaincre cet homme de nous dire où se trouvaient les petites filles, parce qu'on avait toujours espoir. Hein. On avait toujours espoir. Le temps presse. Si Ingrid et Muriel sont toujours en vie, seul Vangeloven peut dire où elles sont. Les heures passent, Vangeloven reste muet. Les gendarmes guettent la faille. Au travers des heures qui se sont écoulées, on voyait dans un premier temps que l'intéressé pouvait éventuellement cacher quelque chose d'important, mais on n'avait pas la certitude et la quasi-certitude de ce qui pouvait s'être passé. Donc ce n'est qu'à un moment donné où il y a eu un déclic et où il a commencé à nous parler non pas de son affaire de suicide, chose qu'il parlait jusque-là, mais d'une affaire qu'il avait lue dans les journaux, en l'occurrence l'affaire de la disparition des petites d'Elne. Et là, j'ai pensé à ce moment-là que c'était un premier déclic important. Et là, il nous a expliqué qu'il avait fait un voyage à Perpignan, et puis il nous a expliqué un périple, mais qui ne correspondait pas à la réalité. La garde à vue se prolonge tard dans la nuit. Vangeloven reste sur ses positions. Il est allé à Perpignan, mais jamais à Elne. Il n'a jamais vu les deux cousines. Seulement voilà, ses relevés de cartes bancaires le trahissent. Il y a le témoignage de Madame Botta. Alors sans relâche, les enquêteurs mettent le suspect en face de ses contradictions.
C'est lui, à un moment donné, qui subitement prend conscience et il se voit seul et sûrement perdu. Et puis bon, peut-être il a un sursaut de générosité, parce qu'on parlait des parents, on parlait de beaucoup de choses, parce qu'une garde à vue, c'est pas obligatoirement des questions-réponses et des cris et des... Bon, il y a un dialogue qui s'instaure, quoi. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui est venu, quoi. Il commence à dire aidez-moi. Il a besoin de se confier, il a besoin d'expliquer. Il est en train d'extirper, de sortir, de dégueuler, entre guillemets, ce qu'il a commis. Donc à partir de là, il faut aussi rester très serein, il faut rester très humble, il faut surtout pas paniquer et bien écouter ce qu'il raconte et bien recouper tous les éléments et tous les détails de ses aveux. À 4 heures du matin, après 12 heures de garde à vue, Vangeloven craque. Il avoue, il n'y a plus d'espoir pour Ingrid et Muriel. Il les a tués dans un petit chemin de terre à une trentaine de kilomètres de leur domicile. Il donne tous les détails. Oui, c'est bien lui qui attendait les enfants au rond-point, dans la voiture blanche. Il a d'abord demandé à Ingrid et Muriel de lui montrer une cabine téléphonique à carte. Alors, elles sont montées dans la voiture. Ensuite, il leur a proposé de lire une bande dessinée pendant le trajet. Il a roulé pendant presque 1 heure. Il a passé Fourques, puis le village de Motoriol. Ensuite, Vangeloven s'est engagé dans un chemin forestier. Et là, sous le coup, dit-il, d'une pulsion incontrôlable, il bascule dans l'horreur. Il a tué les enfants. Il les a tués, mais nie les avoir violés. Une fois qu'il a commis l'irréparable, il est devenu beaucoup plus calme, apparemment, et il a mis son intelligence au service de son vice, et il a essayé de brouiller toutes les pistes et d'en effacer le maximum de traces matérielles. Vangeloven, une fois ses pulsions assouvies, se retrouve face à l'horreur de son geste. Les corps sont là, par terre. Il les charge dans le coffre de sa voiture et met les vêtements à part dans des sacs poubelles. Les sacs, il va les jeter loin, dans un lac, le lac du Salagou. Ensuite, il prend la direction du plateau du Larzac. Quand nous obtenons les aveux, il faut penser que pour nous, ce n'est pas gagné pour autant. Il faut que ces aveux collent parfaitement aux constatations qu'on a pu faire, aux éléments qu'on a pu recueillir. Et dans ce cas très particulier, il faut savoir que nous n'avions pas les corps. Donc le plus important, c'était que ces aveux soient corroborés par le fait que Vangeloven nous amène où il avait caché les corps. Une fois les corps découverts, Vangeloven ne pourra plus revenir sur ses aveux. Dès le lendemain matin, au 2e jour de la garde à vue, les gendarmes et le juge d'instruction embarquent Vangeloven à bord d'un petit avion spécialement affrété, direction la région des meurtres. Et d'abord le lac du Salagou, où Vangeloven dit avoir jeté les vêtements des 2 enfants. Il nous a indiqué un des endroits les plus profonds du lac d'ailleurs. Et à partir de là, on a fait venir des plongeurs et nous avons retrouvé un des sacs des petites, ce qui corroborait ses aveux et ce qui nous permettait de bien caler le dossier. Les vêtements retrouvés, les gendarmes savent que Vangeloven n'a pas menti. Alors il ne manque plus que les corps pour boucler l'enquête. Vangeloven leur a parlé d'un petit village, Saint-Maurice de Navassel, sur le plateau du Larzac. Et là, au milieu d'un bosquet d'arbres, l'entrée d'un gouffre. C'est là, dit-il, qu'il a jeté les corps d'Ingrid et de Muriel. Effectivement, les corps gisent au fond de la veine, 70 mètres plus bas. À partir de là, c'était gagné, c'était clair. L'affaire était corroborée, les aveux étaient corroborés par les constatations matérielles. En l'occurrence, la découverte des habits et la découverte des corps.
Et effectivement, seul l'assassin pouvait connaître exactement ces lieux. 18 jours. Il aura fallu 18 jours pour arrêter et confondre Van Geloven. L'enquête est bouclée. L'assassin est écroué à Perpignan. Dominique, ça c'est le procès verbal d'audition de Van Geloven. Il avoue le crime. Il désigne l'endroit où se trouvent les enfants. Mais est-ce qu'il avoue tout? Non, tout sauf le viol. Il n'avoue pas le viol. Il n'avoue pas le viol. Il se met à parler après 12 heures de garde à vue, à évoquer l'affaire. Donc il reconnaît avoir rencontré les petites filles, les avoir enlevées, les avoir assassinées, mais il minimise ce qu'il a fait. Il explique qu'il essaie de faire croire aux enquêteurs qu'elles l'ont provoqué. Qu'elles étaient consentantes. C'est odieux. Alors, il raconte, nous sommes partis en direction, donc Muriel, Ingrid et lui, nous sommes partis en direction de Collioure, car elles ont accepté ma proposition de faire un petit tour en voiture. On lui avait prêté cet appartement à Collioure, il est parti là-bas. Nous sommes arrivés à l'appartement, elles m'ont aidé à monter les courses. Je leur ai proposé de faire des photos de mode, elles ont accepté. Elles se sont spontanément mises nues toutes les deux. Je leur ai demandé de se rapprocher l'une de l'autre en faisant mine de se caresser. C'est Ingrid qui a pris l'initiative, etc., etc. Je me suis déshabillé. Cet épisode-là n'a jamais existé. C'est une mystification. C'est une mystification. Après avoir enlevé les deux fillettes, eh bien, il les a emmenées et il les a assassinées quelque part dans un chemin, mais jamais dans ce studio de Collioure. Alors, les gendarmes sont allés vérifier. Il n'est jamais allé dans ce studio. Les gendarmes sont allés sur place, ont questionné les voisins qui n'ont jamais vu Van Geloven avec ses deux petites filles. Des prélèvements ont été faits à l'intérieur de l'appartement où on n'a rien retrouvé. On aurait retrouvé des cheveux, des traces d'ADN, absolument rien. Elles n'y sont jamais allées. Mais alors comment est-ce qu'on est certain que les deux petites filles ont été violées? Le rapport d'autopsie, je suppose. Le rapport d'autopsie qui est ici et qui est un document épouvantable. Épouvantable. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ce rapport d'autopsie? Écoutez, c'est indicible. C'est absolument indicible. Moi, je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi terrifiant. C'est abominable. Alors, les médecins vont écrire « Les blessures confinent aux actes de barbarie si l'on tient compte du jeune âge des enfants et de l'importance des lésions constatées. » Les gendarmes doivent maintenant annoncer la terrible nouvelle aux familles. Ces parents dont ils ont partagé les angoisses et les douleurs depuis 2 semaines. Ils sont venus et quand j'ai vu leur tête, bon, j'ai eu l'espoir, mais j'ai compris que c'était grave. Pour moi, c'était grave, mais je refusais aussi de croire au pire. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Ingrid, elle est en vie. Ingrid, elle ne peut pas mourir. Elle est trop gentille, elle est trop douce, elle peut pas. Elle peut pas. Et puis on ne peut pas vouloir lui avoir fait du mal. Et quand j'ai compris, je sais que je me suis levée, je sais pas, je devais avoir envie de sortir par la fenêtre, je sais pas, ils sont venus me retenir. Et je me disais, mais pourquoi je respire? Pourquoi je respire? Pourquoi j'ai encore de l'air qui rentre dans mes narines et pourquoi j'arrive à l'expulser? J'aurais voulu... Pour moi, c'était normal. J'aurais dû m'arrêter là. Vous avez tellement de haine à l'intérieur du ventre que vous avez envie, je sais pas moi, de l'étrangler, de le bouffer, c'est ça, il y a une haine à l'intérieur. Pourtant, de nature, si vous connaissez la région, je suis un des plus braves. Hein. Mais là, on a touché quelque chose de chair, et puis il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, vous avez envie de le manger, ça vous fait trop mal, c'est ça. Il m'a fait mal, alors, il m'a fait tellement mal que je voudrais lui faire le même mal. Voilà. Tout un village accablé de douleur derrière les 2 petits cercueils de Ingrid et Muriel. Ce matin, la cathédrale de Hell ne pouvait contenir les milliers de personnes venues rendre un dernier adieu aux fillettes sauvagement assassinées il y a 18 jours. Aux obsèques d'Ingrid et de Muriel, il y a plus de 5000 personnes, venues de toute la région. Et dans la foule, des voix s'élèvent. C'est une honte. Il faudrait le tuer peu à peu, parce qu'il y en a trop. Hein. Je le prendrai par où je pense, pour le faire souffrir.
C'est pas possible. Et encore la justice, là, ils vont le faire passer pour un dingue. Ce ne sera pas normal. Pour moi, c'est fini, hein, d'accord? Donc il faut penser au prochain. Cet acte, il a été inhumain, immoral. Je peux dire, c'est même... c'est impensable, de toute façon, cet acte-là. C'est un mec qui est sorti déjà de prison, donc on ne veut plus qu'il ressorte. Hein. Donc la justice, il me semble qu'elle est à refaire. Donc si tout le monde m'écoute, ce type, il ne doit pas ressortir, le vivant, comme on dit, hein, ou la justice, elle est à refaire. L'enquête est quasiment terminée. Le coupable est en prison, prêt à être jugé. Reste tout de même à apprendre qui il est et à découvrir que c'est un multirécidiviste qui, avant l'affaire d'Elne, a gravi une à une les marches qui mènent au meurtre. Son premier faux pas, il le commet à Orléans, à l'automne 83. Il est 13h15, le pédophile rôde à proximité d'une école du centre-ville. Les enfants rentrent petit à petit de leur pause déjeuner et Van Geloven repère dans une rue près de l'école une fillette de 10 ans, seule. Il ralentit au volant de sa voiture, s'arrête à la hauteur de l'enfant et ouvre sa portière. La personne m'a accosté, elle m'a dit « Oui, tu sais pas où elle est l'entrée de l'école parce que je voulais chercher ma petite fille. » Mais je dis, bah, vous savez, vous tournez. Moi, au début, je voulais pas rentrer dans sa voiture. Je lui ai dit, vous savez, vous allez tout droit et vous tournez à droite. Il dit, non, mais je vois pas, faudrait que tu m'expliques mieux. Tu sais, je suis pas d'ici. Puis il fait, tu rentres dans la voiture, après, je te donnerai des bonbons. Et puis c'est là que j'ai fait la bêtise de rentrer dans la voiture. Et en fin de compte, n'importe quel enfant un peu gourmand rentre dans une voiture et se laisse avoir. Van Geloven roule pendant plus d'une demi-heure. Il tourne en rond dans les lotissements. Il est prudent. Il ne veut pas que sa victime puisse reconnaître l'itinéraire et identifier sa maison. Dans la voiture, l'enfant est terrorisé. Il me ramène chez lui et il m'emmène directement dans sa chambre. Il n'y avait personne. Et il m'a dit, ouais, tu vas te déshabiller, tu vas te coucher. Je dis, bah, je le regarde. Et puis bon, c'est vrai que je n'ai pas dit un mot. Parce qu'il avait quand même une sacrée corpulence à côté de moi. Je me suis dit, il va me tuer, c'est pour ça, vaut mieux que je me taise. Plus vite ça se passera, plus vite peut-être qu'il me laissera tranquille. Et c'est vrai qu'après, c'est là que je me suis couchée dans le lit. Et puis bon, il m'a attaché les jambes et les bras. C'est là, à ce moment-là, qu'il a commencé à se déshabiller. Et c'est là qu'une personne est arrivée. Je ne sais pas si c'était sa femme, je ne sais pas si c'était sa copine. Il s'est rhabillé, il est sorti de sa chambre et la personne est rentrée. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au boulot. Et puis je ne fais rien, je faisais la sieste. Et après, c'est là qu'elle est repartie, elle a fait demi-tour et puis elle... Alors, Van Geloven retourne dans la chambre et pratique sur elle des attouchements. La fillette reste muette, tétanisée par la peur. Il se fait alors pratiquer une fellation. Et quand tout est fini, il la ramène en voiture, tout près de chez elle. Franchement, personnellement, je pourrais même pas vous décrire ce que je ressentais à ce moment-là. Du dégoût, j'avais honte de moi, personnellement. Même moi, à un moment, après ce qui s'était passé, j'osais même plus m'habiller devant ma sœur. Ni devant ma mère, personnellement, même aujourd'hui, je sais même pas le mot pour vous décrire, tellement j'étais dégoûtée par des gens comme lui. Et comment le mal qu'ils peuvent faire aux gens. Tout de suite, les parents portent plainte. 3 semaines plus tard, Christian Van Geloven est arrêté. Et là, les enquêteurs découvrent qu'il a commis 2 autres agressions d'enfants. Van Geloven comparaît devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Et à l'époque, la fellation n'est pas forcément considérée comme un viol et ne justifie donc pas un renvoi devant les assises. Les juges condamnent Van Geloven à 4 ans de prison, dont 2 ans et demi avec sursis. Et logiquement, après quelques mois derrière les barreaux, il sort libre, avec une seule contrainte, l'obligation de suivre un traitement médical adapté. En 1984, Van Geloven était un délinquant primaire. C'était quelqu'un qui était parfaitement réinséré, inséré dans la société, à savoir parfaite insertion sociale, parfaite insertion professionnelle, parfaite insertion familiale. Il était pour la première fois confronté à des difficultés d'ordre pénal. Il avait la volonté d'essayer de comprendre ce qui lui arrivait et la volonté d'éviter le renouvellement de tels faits.
Christian Vangeloven et sa femme, le jour de leur mariage. Très vite, le couple donne naissance à 2 enfants, un fils et une fille. En 1984, au moment de son arrestation, Vangeloven et son épouse ont donc construit une famille, en apparence, tout à fait normale. Au travail aussi, l'homme a l'air normal, il est même très apprécié, c'est un bon commercial. Il dirige le service export de son entreprise de luminaires, et bien qu'autodidacte, il parle plusieurs langues et semble promis à un bel avenir. Au procès, l'avocat de Vangeloven va jouer là-dessus. L'homme est un bon employé, sa femme ne travaille pas, les enfants grandissent. Ils ont besoin de leur père. On ne peut pas condamner toute une famille. Voilà ce que dit l'avocat au tribunal pour tenter de l'attendrir. On avait voulu ménager sa réinsertion et faire en sorte que la peine qui était prononcée soit une peine utile. Et tout le monde croyait à la réinsertion de Vangeloven. Il était même montré comme étant un exemple typique de la réinsertion. En ne condamnant Vangeloven qu'à 18 mois de prison ferme, les tribunaux ont voulu lui donner une chance. Car après tout, son casier judiciaire est vierge et l'expert psychiatre a rendu un avis plutôt favorable. Quand nous l'avons vu, Vangeloven était un sujet accusé d'actes sexuels, par définition d'actes pervers, puisqu'il transgressait l'interdit sexuel, bien entendu, mais ne nous est pas apparu comme étant un grand pervers sexuel, comme ayant un potentiel de dangerosité exceptionnel, comme malheureusement on peut le voir ou le pressentir dans d'autres cas. Dans son rapport, le docteur Masson présente Christian Vangeloven comme un individu certes exhibitionniste, certes fétichiste, mais pas pervers, autrement dit, pas violent. Immature sur le plan sexuel, mais pas dangereux. Le docteur Masson demande donc à la Cour une légère atténuation de sa responsabilité et met en avant les demandes de soins répétées faites par l'accusé. Pourtant, 6 ans plus tard, Vangeloven tue Ingrid et Muriel avec une violence extrême après les avoir violés. À la relecture de cette expertise, on se dit oui, on s'est trompé. Bien sûr qu'on s'est trompé, puisque malheureusement, on arrive à ce paroxysme de violence perverse. Mais à la lumière des éléments dont nous disposions à l'époque, c'est-à-dire des faits, de la personnalité telle qu'elle était à l'époque, il fallait absolument laisser une porte ouverte et tout nous laissait penser que son trouble était plus névrotique que pervers, c'est-à-dire plus relevant d'une thérapie que d'un constat d'échec. Il est pervers, bon, perversion égale, on ne peut rien faire. Le docteur Masson, qui permet à Vangeloven de bénéficier de la mansuétude des juges lors de son premier procès, ne savait pas évidemment ce qui allait se passer après. Mais il ne savait pas non plus ce qui s'était passé avant cette série d'attouchements sur les petites filles qui l'ont amené devant un tribunal. Et avant, il y avait eu son premier viol sans doute. Elle s'appelait Isabelle, c'était sa sœur adoptive. Christian m'a violée je ne sais pas combien de fois, pendant des années, de 5 à 12 ans, jusqu'au jour où je lui dis d'arrêter. Parce que le viol, c'est quoi? C'est une pénétration. Des pénétrations, il y en a eu, des fellations, il y en a eu. Mais c'est un viol physique et c'est un viol mental aussi. Parce qu'il y a en permanence cette éducation sexuelle. Il me racontait sa vie sexuelle à lui en permanence aussi. Il m'achetait des livres porno. Il faisait mon éducation. Donc c'est complètement voulu, c'est souhaité de sa part, c'est faire l'éducation de sa petite sœur. Donc c'est de l'inceste. C'est du viol psychique et physique. Christian Vangeloven est né aux Pays-Bas en avril 1945. Il est l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants. Ses parents n'ont pas d'argent et le confient à l'âge de 4 ans à son oncle et à sa tante qui habitent en France. Ça tombe bien, eux-mêmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Là, auprès de sa tante, devenue sa mère adoptive, il reçoit une bonne éducation et grandit dans le confort d'une famille aisée. En 1961, Christian a 16 ans et son oncle et sa tante décident d'adopter Isabelle, une petite fille de 2 ans.
Immédiatement, le jeune Christian devient un grand frère, attentionné. Il fait l'admiration de toute la famille. Il s'occupe à merveille de sa petite sœur, avec laquelle il a tout de même 15 ans d'écart. À merveille. À l'époque, on ne sait pas. Ça dérape pour la première fois quand j'avais 5 ans. On était en vacances en Espagne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il me prend à l'écart et qu'il commence à m'embrasser, à me toucher un peu partout, à me déshabiller d'abord, à me faire des caresses. J'ai laissé faire parce que à 5 ans, des caresses, on en reçoit d'à peu près tout le monde, sa mère, son père, son frère, mais des caresses dans la vie courante ou quand on prend son bain. Là, c'était nettement appuyé, donc ça me mettait mal à l'aise. Mais j'ai pas réagi, j'ai rien dit, j'ai laissé faire, j'ai juste dit que... Enfin, je l'ai dit après à quelqu'un. Isabelle en parle à sa mère, mais elle n'est pas prise au sérieux et Christian est simplement grondé. Alors, ça continue. Pendant plus de 7 ans, Isabelle subit les assauts de son frère, qui la viole de plus en plus souvent, jusqu'au jour où elle dit non. Quand j'avais 12 ans, à Juan-les-Pins, pendant les vacances, j'étais confiée à mon frère, sa femme, qui était là avec son premier enfant, pour passer les 15 premiers jours de vacances seule. Et donc là, ça devenait infernal, parce que sa femme partait avec le gamin à la piscine ou à la plage, et je restais seule avec lui dans l'appartement. Ça devenait en permanence, et c'était insupportable. Physiquement, ça devenait... Donc j'ai craqué, j'ai dit non. Et du moment où j'ai dit non, il a arrêté. Christian Vangeloven ne la touchera plus jamais. Traumatisée et honteuse, la sœur se tait, elle n'en parle à personne jusqu'au jour où elle apprend l'arrestation de son frère. Pendant toutes ces années, j'ai rien dit parce qu'il m'avait fait quelque chose à moi. Il m'avait traumatisé, moi, c'était mon problème. En 84, ce qui m'est apparu, c'est qu'en fait, ça pouvait toucher d'autres enfants. Et là, je me suis dit, je dois faire quelque chose pour que ça n'arrive plus à d'autres enfants. Pour moi, c'est trop tard, c'est déjà foutu depuis longtemps. Isabelle décide de porter plainte contre son frère. Elle se rend dans un commissariat de police et raconte toute son histoire. Mais la plainte n'est pas recevable. Nous sommes plus de 10 ans après les faits et à l'époque, il y a prescription. Pas de poursuite, pas de procès. Mais le juge d'instruction d'Orléans s'intéresse quand même à son témoignage et décide de l'entendre comme témoin. Isabelle lui raconte ce qu'elle a vécu pendant 7 ans. Elle parle à la juge parce qu'elle veut qu'on neutralise définitivement son frère. Son témoignage ne suffira pas. Ce qui a été grave en 84, c'est qu'on a tout fait pour ne pas mettre à l'abri les enfants. C'est-à-dire qu'on l'a laissé dans la nature. Apparemment, il avait fait une bêtise, il avait été faible, il avait promis de se racheter, il fallait lui donner une chance. Alors que moi, mon but, c'est justement de prouver, c'est pas une chance que vous lui donnez. Une chance, il l'a déjà eue. S'il s'est fait arrêter en 83, c'est parce que déjà, des chances, il en a eu beaucoup, il est toujours passé au travers des mailles du filet. La première fois qu'il est tombé dans le filet, on lui a ouvert en disant « essayez de vous en sortir le plus vite possible et le plus convenablement possible ». Nous-mêmes, nous ne savions pas qu'il y avait ce problème de viol avec sa sœur, avec sa demi-sœur. Nous ne savions pas. Non, à l'époque, nous ne savions pas cela. C'est sûr que si nous avions su cela, cela nous aurait probablement entraîné vers des conclusions totalement différentes. La juge Marie-Françoise Bourri instruit l'affaire d'Orléans. Dans quelles circonstances est-ce que vous rentrez en contact avec la sœur de Vangeloven? Elle m'a adressé un courrier en janvier 84 par lequel elle m'indiquait qu'elle avait des révélations à me faire. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit qu'entre l'âge de 5 ans et l'âge de 12 ans, elle a subi des atteintes sexuelles de la part de son frère. Vous la croyez? Sans aucun doute. J'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Alors pourquoi est-ce que vous organisez une confrontation avec Vangeloven? C'est-à-dire que vous les réunissez tous les deux dans le bureau, elle qui l'accuse et lui. J'organise une confrontation pour faire le point sur tous ces éléments, parce qu'effectivement, c'est un élément qu'il n'avait pas livré lui. Donc ce procès-verbal d'audition et puis le procès-verbal de la confrontation, tout ça c'est versé au dossier? Absolument. Alors le médecin psychiatre à qui on demande
à qui vous demandez de dire si Vangeloven est un type dangereux et s'il peut récidiver, dit qu'il n'a pas eu connaissance de ça. Comment est-ce que vous expliquez? Il ne savait pas, lui, que Vangeloven avait violé sa propre sœur. Alors, il ne l'a pas su probablement, tout simplement parce que le rapport d'expertise psychiatrique qui a été fait immédiatement a été déposé en novembre 83, c'est-à-dire antérieurement aux aveux de la sœur de Vangeloven. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu alors demander à l'expert de revoir son dossier? Avec la lueur des événements postérieurs, on peut toujours penser qu'effectivement on aurait pu. L'objectif était surtout de déterminer son degré de responsabilité, savoir s'il était pénalement responsable de ses actes. C'est vrai que personne n'a jugé utile de transmettre cette information à l'expert et de lui demander de faire un complément d'expertise. Parce que lui dit qu'évidemment, s'il avait su ça, il en aurait conclu que Vangeloven présentait un fort risque de récidive, quoi. Je ne peux qu'en prendre acte. Pourquoi renvoyer Christian Vangeloven devant le tribunal correctionnel? Parce que ce qu'il a fait à ses enfants, c'est un viol. À l'époque, la définition du viol date du 23 décembre 80. C'est ensuite la jurisprudence qui a affiné la notion de pénétration sexuelle, de toute nature qu'elle soit. Donc à l'époque, on n'assurait pas qu'une fellation soit un viol. Dans le cas présent, on a eu une hésitation sans doute sur le point de savoir s'il s'agissait en effet à l'époque d'un viol ou pas. Est-ce qu'il vous est arrivé, plus tard, en apprenant qu'il avait récidivé beaucoup plus gravement, en tuant 2 petites filles, de vous dire « j'ai été un peu naïve face à ce personnage à l'époque, en croyant qu'il pourrait se réinsérer ». Effectivement, c'était un personnage qui présentait une dangerosité, mais à part le sanctionner, le condamner, le sanctionner et lui infliger une peine qui permette d'envisager quand même un suivi, au moins pendant un temps, et de lui imposer des soins qu'il avait l'air de réclamer, que pouvait-on faire ? Si on se résume, Dominique, Vangeloven a violé sa sœur adoptive, mais pour cela, il n'a pas été jugé et condamné parce que les faits étaient prescrits. En 84, il a agressé 3 petites filles et il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Ensuite, il va tuer Ingrid et Muriel, mais avant d'assassiner les 2 petites filles, il a commis d'autres faits. Oui. 2 autres affaires, entre 84 et 91. Mais je voudrais juste un instant qu'on s'arrête sur l'affaire de 1984, c'est important parce qu'à l'époque... 18 mois ferme. 18 mois ferme. 4 ans, dont 18 mois ferme et 5 ans de mise à l'épreuve. Et l'avocat de Vangeloven va obtenir que cette condamnation ne figure pas sur son casier judiciaire. Le prétexte, c'est que Vangeloven est directeur des exportations dans une grosse société. Il a besoin de voyager à l'étranger, c'est vrai, il se rend souvent aux États-Unis. Et si la condamnation figure sur son casier judiciaire, il ne pourra plus avoir de visa pour aller aux États-Unis. Donc pour ça, on ne l'inscrit pas au casier judiciaire. On ne l'inscrit pas. Alors, les 2 autres affaires, ça va démarrer en 1990. De 84 à 90, Vangeloven va apparemment se tenir à carreau. Il est dans ses 5 ans de mise à l'épreuve. Et en 1990, dès la fin de la mise à l'épreuve, il récidive. Alors là, il se livre à des attouchements sur 2 fillettes. Ça se passe à Saint-Dizier. Hein. Et il va être condamné pour ça à 4 000 francs d'amende et 2 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire quasiment rien. Ça va tellement choquer la maman d'une des 2 enfants qu'elle va alerter la presse locale et demander à une journaliste d'écrire un papier. La journaliste va accepter, elle va faire son travail, mais l'article ne sera jamais publié. Pourquoi ? Parce que Mme Vangeloven a connaissance de la préparation de ce papier. L'épouse de Christian Vangeloven. L'épouse de Christian Vangeloven. Et elle va aller voir le rédacteur en chef du journal en lui expliquant qu'elle et son mari ont 2 enfants, que ça peut être préjudiciable, que leur nom soit publié dans la presse. Et puis elle enseigne le catéchisme à Saint-Dizier. Son mari est quelqu'un d'important. À l'époque, en 85, il est directeur des exportations, il a un salaire de 32 000 francs. Donc, le rédacteur en chef accepte de ne pas publier ce papier. Qu'est-ce que fait la maman de la petite fille ? Elle téléphone à l'entreprise qui emploie Christian Vangeloven et elle raconte tout. Ouais. Et Vangeloven va être licencié
pour manque de confiance mutuelle. Ça, c'est en 1990. Quelques mois plus tard, toujours dans le même secteur, à Bar-le-Duc, deuxième affaire. Ouais. Là, il rencontre des enfants, des petits garçons qui sont en train de jouer dans la rue. Il passe en scooter. Il leur propose de les emmener. Les enfants acceptent. Des garçons? Des garçons, cette fois-ci. Ça se termine au bord d'une rivière. Tout le monde se baigne. Vangeloven et les enfants. Et là, il se livre encore à des attouchements. Il va être identifié, arrêté, questionné, et puis remis en liberté en attendant son jugement. Et c'est là qu'il part à Perpignan et que ce 19 octobre 1991, il enlève Ingrid et Muriel. Le 21 mars 1994, devant les assises de Perpignan, s'ouvre le procès de Christian Vangeloven pour les meurtres de Muriel et d'Ingrid. Devant les grilles du palais, la foule. C'est monstrueux, une chose pareille. Ça ne devrait pas arriver. Je suis maman de 4 enfants et je pense que cet homme ne mérite pas la vie. Le service d'ordre est impressionnant. Les avocats de Vangeloven ont reçu des menaces de mort. Ils sont protégés 24 heures sur 24. Ce genre de procès suscite des sentiments extrêmement primaires. Et celui qui est dans le box les ressent avec une acuité particulière. Et même les défenseurs qui sont juste devant, on sentait une atmosphère lourde de haine. Donc pour lui, ça a été terrible. La ville était électrique, la salle d'audience était électrique, jusqu'à l'entrée de Vangeloven, parce que je pense qu'aussi tout le monde, à partir du moment où tous les journalistes en tout cas qui avaient suivi l'histoire depuis le début ou presque, savaient qu'il allait y avoir un face-à-face entre Chantal Van de Portal, notamment la maman d'Ingrid, et Vangeloven. Dans la salle des assises, tout le monde attend l'arrivée de Vangeloven. Et d'abord, les familles des victimes qui vont pouvoir enfin, 30 mois après l'enlèvement, découvrir le visage du bourreau de leur fille. Vangeloven entre dans le tribunal menotté. Il est protégé par une vitre blindée. Enfin, je le vois. Enfin, je le vois, je l'ai en face. Il a fait peur à ma fille et moi, je n'aurais pas peur de lui. Il peut rien me faire. Il pourra rien me faire à moi. Il a pu les faire souffrir, mais moi, je veux avec mon mari, on aurait voulu, avec les yeux, pouvoir lui faire mal. Au moment où le procès débute, les familles Van de Portal et Sanchez ont obtenu le droit de s'asseoir face à l'assassin. On savait que c'était l'unique fois, la seule fois où on serait en face de lui et on voulait qu'il nous voie. Parce que c'était trop facile, en étant dans le public, il pouvait toujours tourner la tête, regarder les juges, les magistrats, il ne nous aurait pas vus. Donc le procureur a été d'accord, on a été assis en face de lui, on a eu notre avocat à côté de nous, on a pu... Ça nous a aidé à mieux le vivre, disons, parce qu'on avait notre place. Maître Nicolo, pour vous qui défendez les parents des deux petites filles dans ce procès, finalement la tâche est assez simple, parce qu'en face, il y a un monstre. Oui, tout le monde sait, avant que le procès ne s'ouvre, que Christian Vangeloven va être condamné à la peine maximale. Parce que, effectivement, les faits qu'il a commis sont horribles. Jamais on n'a atteint un tel sommet d'horreur. Parce que lui-même est un pervers, pédophile, sadique, qu'il n'a jamais rien regretté, et que l'on ne voit pas déjà au départ ce que l'on peut faire de lui. C'est-à-dire que jamais on n'a vu un crime sur deux fillettes commis dans des conditions d'atrocité inouïes. Jamais on n'a vu un pervers à ce niveau-là. Jamais on n'a vu un pervers récidiviste. Et jamais on a vu quelqu'un dont les psychiatres disent, avant le début du procès, qu'il présente une dangerosité telle qu'il faudra nécessairement l'éliminer. Alors qu'est-ce que vous voulez tirer de ça, vous, pendant ce procès? Ce que les familles attendaient, c'était d'abord, et je crois qu'on l'a fait, un hommage à Ingrid et à Muriel. Dire qui elles étaient,
peut-être faire une sorte d'oraison funèbre. Et on espérait que Van Geloven s'expliquerait, parlerait, montrerait qu'il a quelque chose d'humain, montrerait des remords. Rien de cela ne doit arriver. Par la suite, on devait s'en rendre compte. Bien, l'audience est ouverte. Les journalistes et photographes. Plus d'une dizaine d'experts psychiatres et de psychologues sont appelés à se prononcer sur l'état de santé mentale de Christian Van Geloven. La question est importante car si l'accusé est déclaré fou, il sera directement envoyé dans un hôpital psychiatrique. Le procès s'arrêtera là. Sur ce point, l'avocat général n'a jamais eu le moindre doute. Van Geloven n'est pas fou au sens psychiatrique du terme, il est conscient de ses actes, d'ailleurs il démontre quand il raconte les faits, on s'aperçoit qu'il n'a rien oublié, il a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, d'une lucidité, d'une intelligence, donc il n'était pas schizophrène, il n'était pas en crise d'épilepsie quand il a commis ses actes, il les a commis froidement. Et c'est ça qui donne froid dans le dos. Christian Van Geloven est donc jugé responsable de ses actes. Il encourt désormais la peine la plus grave, la réclusion criminelle à perpétuité. Vient le moment de lire le rapport d'autopsie. Devant l'horreur des faits, le président de la cour d'assises demande le huis clos. Tout le monde sort. Tout le monde, sauf les jurés. Les familles insistent pour rester. Elles en ont le droit. Dans ce document, on découvre que les deux fillettes ont été véritablement torturées par leurs bourreaux, attachées, violées à l'aide d'un objet contendant. Ingrid et Muriel sont mortes étranglées dans d'atroces souffrances. La défense tente d'utiliser cette violence pour montrer que décidément, Van Geloven souffre de problèmes psychiatriques graves et que donc il doit bénéficier d'une atténuation de sa responsabilité. Il expliquait qu'avec les enfants, les deux petites filles, il avait essayé de lutter contre ses pulsions en disant que c'était pas possible, qu'il ne pouvait pas, et puis finalement il était passé à l'acte. Donc comment expliquer que quelqu'un comme lui n'est pas un malade, alors qu'il commet des actes dont on peut penser qu'ils ne peuvent être commis que par un malade? Un malade? Les arguments des avocats de Christian Van Geloven ne seront finalement pas retenus. Dans cette affaire, les psychiatres, tous les psychiatres ont tranché. Ils sont unanimes. Van Geloven, je ne peux pas dire, et personne ne dira que Van Geloven est un être normal, mais n'était pas un malade mental. C'est-à-dire, ce n'était pas quelqu'un qui était aliéné à la réalité. Il avait une certaine conscience de cette réalité. Quand il commettait les actes qu'il faisait, il avait conscience de commettre une transgression. Il avait conscience éventuellement peut-être de la souffrance qu'il infligeait et peut-être en tirait-il un plaisir, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, il n'était pas mu par une pathologie extérieure à lui qui ne lui permettait plus de se situer dans les repères de la réalité. Le docteur Heisenberg, lui aussi, est expert psychiatre. Et lui aussi est appelé à témoigner à la barre. Docteur, vous êtes l'un des psychiatres qui a expertisé Christian Van Geloven, et j'ai là votre rapport. Van Geloven dit « Après, je me suis toujours senti culpabilisé, je me serais tapé sur la gueule, et il ajoute un peu plus loin, j'ai juré 100 fois que je ne recommencerai pas. » Et il a recommencé. Comment on explique ça? Mais ce qu'il faut comprendre dans toutes les perversions, c'est que la loi, c'est la loi du désir. Il n'obéit qu'à la loi du désir. Quand le désir le prend, à ce moment-là, c'est un raz-de-marée qui apparaît et qui fait que l'intelligence ne peut plus jouer. On peut avoir un QI à 160, ça n'a plus rien à voir au niveau des fonctions intellectuelles. On est dans quelque chose qui n'obéit qu'à une seule loi, le désir qui le pousse. Même la morale ne peut plus jouer? La morale ne joue plus. Rien ne peut faire barrage? Mais bien, quand le scénario se met en tête, je pense beaucoup me l'ont dit, l'idée me vient. Et à ce moment-là, c'est irrépressible. Enfin, il faut, et je pars chasser. Beaucoup de pervers parlent de se situer en tant que prédateur, en tant que chasseur. Il faut réaliser l'acte pour, justement, d'une part, en éprouver une jouissance et en même temps, par la suite, une sorte de soulagement. Est-ce que je voudrais insister sur l'absurdité de penser qu'il pourrait, parce qu'il est intelligent, maîtriser ça, analyser? Non, ce n'est pas possible. Il est dans son scénario, il faut qu'il réalise, il faut qu'il puisse s'en sortir. Et certains disaient,
pendant quelque temps, j'essaye de me masturber pour abaisser la pulsion sexuelle. Et ça ne marche pas, ou ça marche peut-être 1 ou 2 fois, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Ça veut dire qu'un gars comme Vangeloven, il est incurable. Quand nous avons affaire à une perversion pédophilique structurée, je dirais, et là je m'engage, que la récidive est de règle. Parce que justement, en fonction de ce que nous avons évoqué, devant la loi du désir qui n'est pas contrebalancée par la loi des hommes ou par la loi morale, elle envahit tout le champ psychique du sujet. Et à ce moment-là, même si après par la suite il peut, avec la distance, la critiquer, on est à peu près certain qu'il va récidiver. C'est le grand problème de la dangerosité, bien sûr, de ces perversions. Alors moi je crois qu'il faut chercher, il faut continuer à les prendre en charge. Et c'est vrai qu'on se heurte à un obstacle, c'est qu'ils n'éprouvent que rarement de la culpabilité. Or, prendre en charge en thérapie quelqu'un qui n'a pas une once de culpabilité, vous le comprenez très bien, c'est très difficile. Pendant toute la durée du procès, Christian Vangeloven scandalise l'assistance par son attitude. Il est froid, distant, il ne montre pas le moindre signe de remords. Il fuit le regard des jurés et reste tête baissée. C'était épouvantable de voir cet homme baisser le regard, mais pour pleurer sur lui. Et en fait, sans un mot, sans la moindre pensée pour ces petites, ni pour ces gens qui étaient en pleine souffrance. Il se plaignait sans arrêt, et ça, c'était insupportable. Ne pas pouvoir, parce qu'on ne peut pas intervenir, on est obligé de se taire, ne pas pouvoir dire, écoutez, arrêtez maintenant, ça suffit, vous n'êtes pas à plaindre, c'est nos filles qui sont à plaindre, c'est pas vous. Donc arrêtez votre cinéma, parce que c'était du cinéma. Dans sa cage de verre, Vangeloven ne sort de son silence que pour parler du passé. Des sanglots dans la voix, il raconte son adoption, l'abandon par ses parents biologiques, ces tendances pédophiles qu'il essaye de combattre depuis des années, sans succès. Ce procès a été pour lui une tribune pour pouvoir exprimer le mal-être qu'il avait de vivre comme cela, parce qu'il disait qu'il souffrait beaucoup de ne pas pouvoir se contrôler. Ça, c'est comme cela que moi je l'ai ressenti, c'est ce que lui disait, mais d'autres dans ce procès ont dit qu'il ne pleurait que sur lui-même, qu'en réalité il était tellement froid, égocentrique, que le reste n'avait pas d'importance pour lui. Vangeloven tente d'attendrir les jurés. Lui aussi est une victime, lui aussi a souffert. Il n'est pas le monstre froid, pervers, diabolique décrit par la presse. Et d'ailleurs, s'il reconnaît l'enlèvement et l'assassinat des 2 enfants, jusqu'au bout, il nie les viols et les actes de barbarie. Et à chaque fois que le président du tribunal tente de revenir sur les faits, l'inculpé a toujours la même stratégie, il ne se souvient plus de rien. Il a été décrit et dépeint comme un manipulateur, mais je pense qu'il ne peut que l'être. Il ne peut que l'être parce que pour manipulateur et comédien, pour avoir une voix très douce, et se souvenir du moindre détail de son existence quand il parle de lui, et pour jouer l'amnésie totale quand il s'agit de parler des faits, il ne peut être que manipulateur. Vangeloven comprend très vite qu'il ne pourra pas se faire passer pour fou. Alors il axe toute sa stratégie de défense sur des demandes répétées de soins. Il faut le soigner, c'est tout. Il y est prêt, il est à disposition des médecins. Il veut bien même servir de cobaye pour qu'il sache ce qui se passe dans la tête d'un pédophile. Il réclamait constamment des soins. Il accusait les médecins de ne pas savoir le soigner. Il voulait une lobotomie parce qu'il sait qu'en France, on ne l'exerce pas. On ne pratique pas ce genre d'opération. Alors qu'en Hollande, dont il a la nationalité, on la pratique, entre parenthèses. Donc attention, quand les assassins accusent la société et demandent des soins, on est encore là peut-être, et même souvent, dans la manipulation. Le pervers fonctionne en utilisant l'autre. Donc à partir du moment où demander de l'aide devient utile, on peut considérer qu'une partie de l'aide qu'il demandait, pas en totalité, je suis certaine qu'il y avait une véritable demande d'aide, parce qu'il était en souffrance, mais il y a peut-être une partie de l'aide qu'il demandait qui était parfaitement utilitaire. C'était vous me déclarez pas malade mental, parce que ça ne lui plaisait pas intellectuellement parlant, mais irresponsable. Et donc je ferai toutes les thérapies, tout ce qu'on peut faire dans le monde pour
pour calmer mes pulsions. Mais laissez-moi dehors et laissez-moi tranquille. L'avocat général. Sa stratégie est de démontrer la perversité de Vangeloven. Il demande au juré de ne lui accorder aucune circonstance atténuante. Pour lui, il veut la peine la plus lourde. Je ne peux pas prendre le risque de faire courir un quelconque risque à la société en laissant ce genre d'individu en liberté. Donc, pour moi, je n'ai qu'un seul outil à ma disposition, c'est l'élimination de la société. Et j'ai utilisé cet outil au maximum donc, de ses possibilités. Christian Vangeloven restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Cet homme de 49 ans qui a violé, torturé, tué 2 fillettes a été condamné à la peine la plus sévère, perpétuité. Sans surprise, le 25 mars 1994, après seulement 2 heures de délibéré, Christian Vangeloven est condamné à la peine la plus lourde, perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Dans la salle d'assises, ce jugement est accueilli par des applaudissements. Vangeloven, lui, écoute le verdict sans dire un mot. Pour la première fois, il a vraiment regardé dans la salle, mais pas les petits regards furtifs qu'il lançait comme ça, en se demandant quelle impression faisait ce qu'il disait. Ça avait été tout au long de l'audience. Là, non, là, il regardait comme s'il regardait un petit peu la vie pour une dernière fois, quand même quelque part. Il était... je pense qu'il a peut-être lui de se rendre compte que 30 ans incompressibles, c'était quand même presque toute une vie, quoi. Le verdict, je l'ai écouté dans une chambre d'hôtel, à la télévision. Je l'ai écouté très attentivement. J'ai entendu qu'il avait pris perpétuité. Et je suis restée en attente. J'ai entendu qu'il avait pris avec 30 ans de sûreté. Et je me suis dit, moi j'ai payé 30 ans, maintenant il payera 30 ans aussi. À la fin du verdict, je lui dis, Vangeloven, tu ne tueras plus de petites filles, c'est tout. J'étais content, hein, moi. J'avoue, j'ai applaudi. J'ai applaudi pour la peine qu'il a prise. Christian Vangeloven retourne en prison pour 30 ans au moins, sous les huées de la foule. On se demande si on a servi à quelque chose, on se demande si notre rôle a encore un sens. Et puis on se dit qu'on n'a pas réglé le problème, que le problème n'est pas réglé, qu'il va falloir voir si les choses vont évoluer. Et on a surtout le sentiment, je crois, ça c'est très fort, qu'on n'a pas envie de recommencer et qu'on voudrait que ça ne recommence pas. Parce que si nous recommençons, c'est que ça continue. Et malheureusement... la lecture des journaux quotidiens nous montre que ça continue. Vangeloven est donc condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à tous les coups, il ne sortira pas avant d'avoir passé 30 ans en prison? Il y aurait une possibilité très éventuelle qu'obtenant une commutation de sa peine, cette commutation affecte la période incompressible. Simplement, il est tout à fait improbable que, compte tenu du passé judiciaire, compte tenu des faits qui ont motivé la condamnation, Vangeloven obtienne une quelconque commutation de sa peine. En Suisse, les criminels sexuels condamnés à perpétuité restent en prison jusqu'à la fin de leur jour. Pourquoi pas en France? Alors, en Suisse, la Suisse a pris une législation qui autorise la mise en internement psychiatrique. C'est-à-dire que succède à la peine d'emprisonnement stricto sensu un enfermement psychiatrique de manière à ce que la personne ne sorte pas, ne soit pas libre jamais. En France, nous ne disposerons pas de ce système à l'heure actuelle et on voit bien que la juridiction, la législation suisse fait, ce qui a été partiellement fait en France, un continuum entre la peine et la prise en charge sanitaire. Donc Vangeloven a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. A-t-il une chance de croiser véritablement un jour un psy en prison? J'ai envie de dire psychiatre,
psychanalyste, psychologue, quelqu'un qui va l'aider à travailler sur lui-même. Alors, il est tout à fait vraisemblable qu'actuellement, Van Geloven a déjà croisé et est suivi par un médecin psychiatre en détention. À la demande de la personne ou à la demande de l'administration pénitentiaire? À la demande de la personne, étant entendu, que la formulation de la demande par la personne est aidée par l'environnement sanitaire en détention. Est-il possible que s'il ne le souhaite pas, Van Geloven, à l'issue de sa peine, n'ait jamais vu de psychiatre? Dans le système actuel. Il est possible qu'à l'issue de sa peine, s'il ne le souhaite pas, Van Geloven n'ait pas vu de psychiatre. Parce que tout le fonctionnement de la psychiatrie et l'efficacité de la thérapie psychiatrique reposent sur le caractère volontaire de la demande. Van Geloven a été condamné à perpétuité pour le meurtre de votre petite fille et de sa copine. Est-ce qu'aujourd'hui, cette condamnation vous a apporté la paix? Non, absolument pas. Pas du tout, parce qu'on sait que un jour ou l'autre, ils sont relâchés, et puis ils peuvent demander un recours, ils peuvent demander au bout de 30 ans à ce qu'on leur autorise de sortir. Et cette distance de 30 ans minimum ne vous apaise pas? Ah non. C'est long, 30 ans. Ah non, c'est pas long, 30 ans. On en a déjà passé 12 et 4 mois. Vous comptez les mois? Je comptais les mois. Il a pratiquement fait la moitié. Vous aussi, Gilles, vous comptez les mois? Non, je n'ai pas besoin de compter. Il a été condamné à perpétuité. C'est dans les textes. Il doit suivre sa peine jusqu'au terme. Et le terme, c'est? Jusqu'à sa fin de sa vie. Jusqu'à sa mort. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas la peine d'en parler. Il a perpétuité. La perpétuité, c'est à vie. On applique la loi. Il sort pas. C'est fini pour lui. Donc vous vous dites, j'ai la perpétuité, sur le papier. Voilà. Et il s'avère que on entend parler de gens qui peuvent ressortir, peuvent revivre. Eux, ils peuvent revivre. Alors ça, je ne l'admets pas. On doit garantir ces gens-là, quand ils sont à perpétuité, condamnés à perpétuité, d'aller jusqu'au bout. Condamné en 1994 à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, Van Geloven pourra demander une libération conditionnelle à partir de 2021. Il aura alors 76 ans.